Je m'appelle Mira Ingram. J'ai 32 ans. Et il y a 3 semaines, ma propre mère a engagé 3 avocats pour me forcer à renoncer à l'héritage que mon père m'avait laissé. Cela s'est passé en plein milieu de son salon. Elle a appelé cela une réunion de famille. Moi, j'appelle cela un guet-apens. Il pensait que je viendrais seul. Il pensait que j'allais trembler devant le jargon juridique et les phrases en latin. Il pensait que la fille qu'ils avaient méprisée pendant 20 ans baisserait la tête et signerait son nom sur la ligne pointillée. Il se trompait. Avant de vous raconter la suite, s'il vous plaît, prenez un moment pour aimer et vous abonner, mais seulement si vous appréciez sincèrement cette histoire, et faites-moi savoir d'où vous regardez, ainsi que l'heure qu'il est chez vous. Pour comprendre pourquoi je me tenais dans cette pièce, je dois vous ramener 25 ans en arrière, le jour où mes parents ont divorcé. J'avais 7 ans quand mon monde s'est brisé en deux. Mon père, Thomas Ingram, était charpentier. Il construisait des choses de ses mains, des meubles, des armoires, des rêves. Ce qu'il n'a pas pu construire, en revanche, c'est une défense contre les avocats de ma mère. Il n'avait pas d'argent pour s'offrir les meilleurs. Ainsi, lorsque le divorce a été prononcé, il a presque tout perdu. Maman a eu la maison. Maman a eu la garde. Papa a eu 2 week-ends par mois, et un cœur rempli de regrets. Je me souviens encore de la dernière fois où il m'a déposé chez maman, après l'un de ces week-ends. Il s'est agenouillé sur le porche, ses mains calleuses étant si douces sur mes épaules. « Souviens-toi de ceci, ma chérie », a-t-il dit. « Peu importe ce que l'on te raconte, je suis toujours là. Je t'aimerai toujours. » Je ne comprenais pas pourquoi ses yeux étaient mouillés. J'avais 7 ans. Je pensais que les papas pleuraient parfois, tout simplement. 1 an plus tard, maman s'est remariée. Richard Porter est entré dans nos vies avec ses costumes bien repassés, et sa fille Melissa, issue de son premier mariage. Soudain, notre famille a pris une nouvelle structure. Une structure dans laquelle je ne trouvais pas tout à fait ma place. Richard ne m'a jamais frappé. Il n'a jamais crié. Il a fait quelque chose de plus silencieux. Quelque chose qui ne laissait pas de bleu, mais qui creusait des sillons profonds dans mon estime de moi. Il agissait simplement comme si je n'étais pas là. Lors des dîners, maman présentait la famille, voici mon mari, Richard, et voici Melissa, notre fille. Puis, presque comme une pensée après coup, oh, et voici Mira. Elle est née de mon précédent mariage. Chaque fois qu'elle disait cela, je me sentais devenir un peu plus petite. J'ai appris à devenir invisible dans cette maison. Être invisible était plus sûr. Être invisible signifiait moins de questions, moins de comparaisons, moins de moments où je me sentais inférieur face au récital de piano de Melissa, ou à ses certificats de réussite scolaire. Mais être invisible, c'était aussi être oublié. Le favoritisme n'était pas subtil. C'était un système soigneusement entretenu. Quand j'avais 16 ans, j'ai demandé de l'argent à maman pour acheter des manuels scolaires pour le nouveau semestre. Elle m'a regardé comme si j'avais demandé un collier de diamants. « Demande à ton père », a-t-elle dit, « c'est à lui de subvenir à tes besoins. » Cette même semaine, Melissa a reçu une voiture neuve pour son 18e anniversaire. Une Honda Civic argentée, avec un ruban sur le capot. Toute la famille s'est réunie pour la regarder hurler de joie. J'ai commencé à travailler après les cours, faisant la vaisselle dans un restaurant de la 5e rue, ou tondant les pelouses des voisins. Chaque dollar que je gagnais ressemblait à une petite rébellion. Richard l'a remarqué. Bien sûr qu'il l'a remarqué. Elle est juste comme son père, a-t-il dit à maman un soir, sans même baisser la voix, elle va passer toute sa vie à faire le sale boulot des autres. J'ai fait semblant de ne pas entendre, mais j'ai entendu. J'entendais toujours tout. Le pire moment a été ma remise de diplôme au lycée. J'avais terminé première de ma classe en mathématiques. Une petite victoire, mais c'était la mienne. Je n'attendais rien de ma famille, et ils ont été à la hauteur de mes attentes. Maman a oublié d'inviter les proches. Aucune tante, aucun oncle, aucun cousin ne remplissait les sièges de l'auditorium. Mais quelqu'un était là. Au dernier rang, portant sa vieille veste marron, un peu trop grande pour sa silhouette amincie, se tenait mon père, Thomas Ingram. Il a applaudi plus fort que quiconque quand mon nom a été appelé. Je l'entendais au-dessus de toute la foule. Après la cérémonie, il m'a trouvé dehors. Ses yeux brillaient à nouveau, comme toutes ces années auparavant sur le porche.
Il a glissé une enveloppe dans ma main. J'ai économisé, a-t-il chuchoté, pour ton université. Ne le dis pas à ta mère. J'ai gardé ce secret pendant 14 ans, jusqu'à ce que papa meure, et que le secret ne se transforme en tempête. L'appel est arrivé un mardi, à 7h04 du matin. J'étais en train de me verser mon premier café quand mon téléphone a vibré avec un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre. J'aimerais pouvoir dire que je suis heureuse de l'avoir fait, mais la vérité est plus complexe que cela. Mademoiselle Mira Ingram. La voix était âgée, posée, professionnelle. Mon nom est Harold Whitmore. Je suis avocat spécialisé en succession. J'étais l'avocat de votre père, et son ami. Une pause. Je suis très au regret de vous informer que Thomas Ingram est décédé il y a 3 jours. C'est son cœur. Il s'en est allé paisiblement dans son sommeil. La tasse de café a glissé de mes doigts. Je l'ai regardé tomber au ralenti. Le liquide sombre a éclaboussé les carreaux blancs de la cuisine. Je ne pouvais pas bouger pour la rattraper. 3 jours. Mon père était mort depuis 3 jours. Mademoiselle Ingram, êtes-vous toujours là? Qui d'autre est au courant? Ma voix semblait étrangère à mes propres oreilles. Votre mère a été informée, ainsi que son mari. Bien sûr qu'il l'avait été. Et aucun d'entre eux ne m'avait appelé. Pas un texto, pas un message. Mon propre père était mort, et je l'apprenais par un inconnu. Monsieur Whitmore, j'ai pris appui contre le comptoir pour me stabiliser. Pourquoi m'appelez-vous? Votre père a laissé un testament, Mademoiselle Ingram. Un testament très spécifique. Il vous a désigné comme unique bénéficiaire. J'aimerais vous rencontrer pour discuter des détails. Unique bénéficiaire. Les mots n'avaient aucun sens. Papa était charpentier. Il vivait dans une maison modeste, conduisait un vieux camion de 15 ans. Il devait y avoir une erreur. Pas d'erreur, la voix de Harold s'est adoucie légèrement. Thomas était très déterminé à ce sujet. Il m'a fait promettre de vous trouver en premier, avant n'importe qui d'autre. Et Mademoiselle Ingram, il m'a demandé de vous dire de ne contacter personne de votre famille concernant notre réunion. Il a été très précis là-dessus. Mon cœur battait la chamade. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'ils essaieraient de vous le prendre. Le bureau de Harold Whitmore sentait les vieux livres et la cire pour meubles. Le genre d'odeur qui vous donne confiance en ce qui se passe entre ces murs. Il était plus vieux que ce à quoi je m'attendais. Les cheveux argentés, des lunettes à monture métallique, le visage marqué d'un homme qui avait vu trop de familles se déchirer pour de l'argent. Il m'a fait signe de m'asseoir. Un dossier épais était posé sur le bureau entre nous. Votre père est venu me voir il y a 23 ans, a commencé Harold, juste après le divorce. Il voulait s'assurer que si quelque chose lui arrivait, vous seriez protégé. Il a ouvert le dossier. À l'intérieur se trouvait un document que j'ai reconnu, un testament, ainsi que des photographies, des relevés bancaires, des titres de propriété. La maison de Maple Street, valeur marchande d'environ 550 000 $. Un compte d'épargne contenant 180 000 $. Quelques effets personnels. Harold a levé les yeux vers moi. La valeur totale de la succession est d'un peu moins de 800 000 $. Je ne pouvais plus respirer. C'est impossible. Papa était charpentier. C'était un charpentier qui a vendu son atelier il y a 15 ans, et qui a investi judicieusement. De petites propriétés locatives, principalement. Il a vécu simplement pour pouvoir vous laisser ceci. La voix de Harold était douce. Il n'a jamais touché au capital. Il voulait que vous ayez tout. Mes yeux se sont embués. Toutes ces années passées dans cette maison d'une seule chambre, à conduire ce vieux camion, à porter la même veste marron pour ma remise de diplôme. Il aurait pu vivre mieux. Il a choisi de ne pas le faire. Harold a fait glisser un autre objet sur le bureau, une enveloppe scellée, mon nom écrit de l'écriture familière de papa. Il m'a demandé de vous donner ceci le moment venu. Mais Mira. Harold a hésité. Il m'a aussi demandé de vous dire de ne pas l'ouvrir avant d'en avoir besoin. Il a dit, elle saura quand. J'ai pris l'enveloppe. Elle ne pesait presque rien, mais d'une certaine manière, elle me semblait plus lourde que tout le reste dans la pièce. Il y a encore une chose, a ajouté Harold. Votre mère.
Elle pose déjà des questions. Le silence a duré exactement une semaine. Puis les appels téléphoniques ont commencé. Tante Linda a été la première. La sœur cadette de maman, celle qui portait toujours trop de parfum, et parlait en chuchotant lors des réunions de famille. Mira, ma chérie. Sa voix dégoulinait d'une inquiétude travaillée. J'ai appris pour le décès de ton père. Quel dommage. Et j'ai entendu dire. Eh bien, j'ai entendu dire qu'il y avait de l'argent en jeu. Je n'ai rien dit. Ma chérie, ta mère est très bouleversée. Elle a l'impression que tu écartes la famille. Ne penses-tu pas que tu devrais partager ce que Thomas a laissé? Après tout, elle a été mariée avec lui elle aussi. J'ai raccroché. Oncle Robert a appelé ensuite. Puis la cousine Denise, puis des gens à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Tous se souvenaient soudainement de mon numéro, tous avec le même script, ta mère a le cœur brisé. La famille doit rester unie. Thomas aurait voulu que tu partages. L'aurait-il voulu? J'ai repensé à l'enveloppe dans mon tiroir, toujours scellée. J'ai repensé aux paroles de Harold, il savait qu'ils essaieraient de vous le prendre. Enfin, maman a appelé elle-même. C'était un jeudi soir, et sa voix était douce. Trop douce. Le genre de douceur qui précédait autrefois les punitions quand j'étais enfant. Mira. Ma chérie, j'essaie de te joindre. J'ai entendu parler du testament. Qui vous l'a dit? Elle a ignoré la question. Nous devons en discuter en famille. Ton père et moi avons été mariés pendant 9 ans. Tout ce qu'il possédait, je l'ai aidé à le construire. Tu comprends cela, n'est-ce pas? Le testament dit le contraire. Silence. Puis, d'un ton plus froid, nous devrions nous voir, discuter de cela correctement. J'organiserai une réunion de famille ce week-end. Chez moi, samedi à 14 h. Très bien. Et Mira. Sa voix s'est durcie juste un peu. Ne sois pas difficile. Nous sommes ta famille. Tout peut être résolu si tu coopères, tout simplement. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Quelque chose se préparait. Je pouvais le sentir. Avant la réunion de famille, j'ai accepté de voir maman pour un café. Juste nous deux, avait-elle dit, pour discuter tranquillement. Elle n'est pas venue seule. Richard était déjà assis quand je suis arrivé au café, les bras croisés sur sa poitrine, comme un videur de boîte de nuit. Maman était assise à côté de lui, son visage affichant une expression de maternité blessée. Mira, ma chérie, elle a désigné la chaise vide. Assieds-toi. Richard a voulu se joindre à nous. Cela ne t'ennuie pas, n'est-ce pas? Cela m'ennuyait, mais je me suis assise quand même. Richard n'a pas perdu de temps. Il s'est penché en avant, son eau de Cologne piquant mes narines. Trêve de plaisanterie. Mira, ton père est parti. Il t'a laissé de l'argent. C'est bien. Mais ta mère a sacrifié des années pour t'élever. Elle mérite sa part. Sa part de quoi? De la succession. Nous pensons à un partage 70/30. Tu gardes 30%. Signe les papiers. Tout le monde sera content. J'ai regardé maman. Elle refusait de croiser mon regard. Papa m'a tout laissé, ai-je dit calmement. C'était son choix. Son choix. Richard a ri. L'homme est mort. Ses choix n'ont plus d'importance. Quelque chose de froid s'est installé dans ma poitrine. Ils en ont pour moi. 70/30, Mira, la voix de Richard est devenue plus basse. C'est le marché. Non. Il a semblé sincèrement surpris, comme si l'idée d'un refus ne l'avait même pas effleuré. Non. Je me suis levé. Le testament est légal. Il est définitif. Et cette conversation est terminée. Je me suis dirigé vers la porte. Derrière moi, j'ai entendu la chaise de Richard grincer sur le sol. Tu vas le regretter. Sa voix a résonné dans tout le café. D'autres clients se sont retournés pour regarder. Crois-moi, tu n'as aucune idée de ce à quoi tu t'attaques. Je ne me suis pas retourné, mais j'ai gravé ces mots dans ma mémoire. Plus tard, je serai reconnaissante de l'avoir fait. Après l'épisode du café, la campagne a commencé pour de bon. Ils ne s'en sont pas pris à moi directement.
Ce n'était pas leur style. Au lieu de cela, ils ont mobilisé le réseau familial, transformant les proches en soldats d'une guerre que je n'avais jamais voulu. Mon téléphone est devenu une arme pointée sur ma santé mentale. Les SMS s'empilaient comme des accusations. De tante Linda, ta mère a pleuré toute la nuit. Est-ce là ce que tu es devenu? De l'oncle Robert, Thomas aurait honte de toi. Tu le sais, n'est-ce pas? De cousins que je n'avais pas vus depuis 10 ans, égoïste, ingrate, froide. Puis est venue la publication sur Facebook. Quelqu'un, je n'ai jamais pu confirmer qui, a écrit un long message émotionnel dans le groupe familial. Cela brossait le portrait d'une fille avide qui avait abandonné sa mère, volé la succession de son père par manipulation, et refusait maintenant de partager le moindre centime avec la famille qui l'avait élevée. Les commentaires ont afflué. Des membres de la famille dont je me souvenais à peine m'ont traité de noms que je ne peux pas répéter ici. De vieux amis de la famille ont cliqué sur des réactions de colère. Quelqu'un a partagé une photo de moi datant d'il y a des années, avec la légende « Voici à quoi ressemble la trahison ». J'ai fait des captures d'écran de tout. Chaque message, chaque publication, chaque accusation. Je ne savais pas pourquoi je le faisais à l'époque. Un instinct, peut-être. La voix de Harold résonnait dans ma tête, il savait qu'ils essaieraient de vous le prendre. Mélissa m'a envoyé un texto pour la première fois depuis des mois, tu es en train de déchirer cette famille, Mira. Maman n'arrête pas de pleurer. Pourquoi nous fais-tu cela? J'ai tapé une réponse, puis je l'ai effacée, puis j'en ai tapé une autre, je ne fais rien. Je refuse juste de donner ce que papa m'a donné. Elle n'a pas répondu. 2 semaines de silence ont suivi. Aucun appel, aucun texto, rien. Le silence était pire que les attaques, car le silence signifiait qu'ils étaient en train de comploter. L'appel est arrivé un mercredi. La voix de maman était différente cette fois. Plate, professionnelle, dépouillée de toute sa fausse douceur. Mira, nous devons nous voir. Réunion de famille ce samedi. 14 h, chez moi. Qu'y a-t-il à discuter? L'avenir. Une pause. Comment nous pouvons tous aller de l'avant? Richard pense, nous pensons tous, qu'il existe un moyen de résoudre cela sans avocat, sans tribunaux. Comme une famille. Quelque chose dans le mot « avocat » a fait se nouer mon estomac. La façon dont elle l'avait dit était trop décontractée, trop répétée. Très bien, j'y serai. Bien. Était-ce de la satisfaction dans sa voix? Et Mira, viens avec l'esprit ouvert. Nous voulons simplement ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé Harold. Une réunion de famille, lui ai-je dit. Samedi. Elle a mentionné les avocats, mais a dit que nous pourrions résoudre cela sans eux. Harold est resté silencieux un instant. Si elle a mentionné les avocats ne serait-ce qu'une fois, c'est qu'elle en a. Compte là-dessus. Que dois-je faire? Vous devriez y aller, et vous devriez m'avoir à proximité. Si les choses tournent mal, envoyez-moi un message. J'interviendrai. J'ai hésité. À quoi vous attendez-vous exactement? Je m'attends à ce qu'il fasse pression sur vous. De l'intimidation, peut-être des menaces déguisées en inquiétude. Il pourrait avoir des documents prêts à vous faire signer, des choses qui semblent raisonnables mais qui ne le sont pas. La voix de Harold était ferme. Ne signez rien, Mira. N'acceptez rien. Et quoi qu'il arrive, ne perdez pas votre sang-froid. C'est ce qu'ils veulent. J'ai repensé aux paroles de Richard au café, tu vas le regretter. Harold, pensez-vous que papa avait vu cela venir? Votre père a passé 20 ans à se préparer pour ce scénario exact. Une autre pause. Il vous aimait beaucoup, Mira. Et il connaissait votre mère mieux que quiconque. Cette nuit-là, j'ai enfin regardé l'enveloppe scellée dans mon tiroir. Pas encore, mais bientôt. La nuit avant la réunion de famille, j'ai ouvert l'enveloppe. L'écriture de papa remplissait la page, un peu tremblante, comme écrite par une main fatiguée, mais c'était indéniablement la sienne. La même main qui avait signé mes cartes d'anniversaire, mon chèque de remise de diplôme, chaque petit mot qu'il m'avait envoyé. Ma très chère Mira, si tu lis ceci, c'est que je suis parti. Et si Harold t'a donné cela maintenant, cela signifie que ta mère a commencé. J'ai toujours su qu'elle le ferait. Certaines choses ne changent jamais.
Il y a quelque chose que je ne t'ai jamais dit. Pendant le divorce, ta mère a menacé de t'emmener loin de moi, complètement. Plus de visites, plus de contacts. Elle avait un ami avocat qui disait qu'il pouvait faire en sorte que cela arrive. J'étais terrifié. Tu n'avais que 7 ans, alors j'ai tout cédé. La maison, les économies, tout, juste pour garder mes week-ends avec toi, juste pour garder une part de ma fille dans ma vie. J'ai eu tort de céder. J'aurais dû me battre plus fort. Ce regret m'a suivi chaque jour depuis lors. Mais je ne te laisserai pas commettre la même erreur. Je ne te laisserai pas plier devant des gens qui ne méritent pas ton respect. Tout est préparé. Harold a la documentation, le testament, les évaluations médicales, chaque protection juridique à laquelle j'ai pu penser. Il possède également des enregistrements, des choses que ta mère a dites, des choses qu'elle pensait que personne n'entendrait jamais. Fais confiance à Harold. Fais-toi confiance. Et souviens-toi de ce que je t'ai dit sur ce Porsche quand tu avais 7 ans. Je suis toujours là. Je t'aimerai toujours. Ne les laisse pas prendre ce qui t'appartient, ma chérie. Pas l'argent. Ce n'est que du papier. Ne les laisse pas prendre ta dignité. Ton droit de te tenir debout, fièrement. C'est cela, mon véritable cadeau pour toi. Avec tout mon amour, papa. Je suis restée assise dans le noir pendant un long moment après cela. La lettre était pressée contre ma poitrine, des larmes coulant sur mon visage. Il avait su. Il s'était préparé. Même depuis l'au-delà, papa me protégeait encore. Vendredi matin, au bureau de Harold, s'est tenue la dernière séance de stratégie avant la bataille. Il a étalé les documents sur la table de conférence comme un général préparant une campagne. Le testament notarié est certifié, les certificats médicaux confirmant la compétence mentale de papa, les registres de propriété, les relevés bancaires. Tout était organisé, tout était blindé. Ils essaieront de prétendre que Thomas n'était pas sain d'esprit, a expliqué Harold, c'est leur seul angle d'attaque. Il pourrait avoir un membre de la famille prêt à témoigner qu'il était confus, oublieux, ou facile à manipuler. Tante Linda, ai-je dit immédiatement. Elle mentirait pour maman. Alors nous avons ceci. Harold a brandi un dossier. Évaluation psychiatrique du docteur Patricia Morrison, menée 8 semaines avant la mort de votre père. Évaluation cognitive complète. Thomas a réussi avec brio. N'importe quel juge en Californie acceptera cela. Il a posé un autre objet. Une clé USB. 47 SMS. 23 appels téléphoniques enregistrés. 15 publications sur les réseaux sociaux. Tout cela documente une campagne de harcèlement coordonnée contre vous. Le regard de Harold a croisé le mien. S'ils essaient de jouer les victimes, nous avons la preuve de qui sont les véritables agresseurs. J'ai fixé le petit appareil. Papa vous a dit de rassembler cela. Votre père m'a dit de me préparer à la guerre. La voix de Harold s'est adoucie. Il espérait ne pas en arriver là, mais il connaissait votre mère. Il connaissait son mari. Il voulait que vous soyez armés. Et s'ils ont des avocats demain? Alors j'interviens. Harold m'a tendu sa carte. Gardez votre téléphone à portée de main. Si vous voyez une représentation juridique, envoyez-moi un seul mot, maintenant. Je serai garé à 2 pâtés de maison. J'ai pris une profonde inspiration. Autre chose? Oui. Harold s'est penché en avant. Quoi qu'ils disent, quoi qu'ils vous reprochent, ne réagissez pas. Ne haussez pas la voix. Ne pleurez pas. Ne leur donnez pas de munitions. Il a marqué une pause. Votre père disait toujours que vous étiez plus forte que vous ne le pensiez. Demain, vous lui donnerez raison. J'ai hoché la tête. Prête ou non, la guerre arrivait. Samedi, 13h55. Je me suis garé devant la maison de maman, le cœur tambourinant contre mes côtes. La voiture de Harold était garée à 2 pâtés de maison, comme promis. Un petit réconfort, une bouée de sauvetage. La maison semblait identique à ce qu'elle avait toujours été. Des murs blancs, une pelouse impeccable, le rêve américain enveloppé dans une barrière blanche. J'avais passé des années à essayer de me sentir chez moi à l'intérieur de ces murs. Maintenant, il ressemblait à un territoire ennemi. J'ai monté les marches du Porsche. Avant que je puisse frapper,
la porte s'est ouverte. Maman se tenait là, son sourire trop large, trop pratiqué. Mira, tu es venue. Elle s'est penchée pour m'embrasser. Je n'ai pas répondu à son étreinte. Entre. Entre. Tout le monde t'attend. Tout le monde. Le salon était plus rempli que ce à quoi je m'attendais. Maman et Richard occupaient le canapé principal. Tante Linda était perchée sur un fauteuil, évitant mon regard. L'oncle Robert se tenait près de la fenêtre, les bras croisés. Mélissa était assise dans un coin, faisant défiler son téléphone. Et puis, il y avait 3 personnes que je ne reconnaissais pas. 2 hommes en costume coûteux, une femme avec une mallette en cuir. Tous étaient assis à la table à manger, qui avait été débarrassée, sauf pour des piles de papier et un enregistreur numérique. Maman a suivi mon regard. Son sourire n'a pas fléchi. Mira, voici Monsieur Stevens et Monsieur Martinez, leurs avocats, et voici leur assistante juridique. Elle a désigné une chaise vide. Assieds-toi, ma chérie. Nous avons beaucoup de choses à discuter. Je suis resté debout. Vous aviez dit que c'était une réunion de famille. Ça l'est, est intervenue la voix de Richard, arrogante et satisfaite. Nous nous assurons simplement que tout est correctement documenté. J'ai regardé les papiers sur la table, l'enregistreur, les avocats qui ne croisaient pas mon regard. Ce n'était pas une réunion. C'était un guet-apens. Et ils pensaient que j'y étais entré seul. Monsieur Stevens a parlé le premier. Cheveux argentés, calme, le genre d'avocat qui facture $500 de l'heure et dont l'apparence reflète chaque dollar. Mademoiselle Ingram, merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Il a ouvert un dossier avec une lenteur délibérée. Nous représentons votre mère, Madame Diane Porter, dans les affaires concernant la succession de Thomas Ingram. Je n'ai rien dit, j'ai juste attendu. Il a été porté à notre attention que le testament faisant de vous l'unique bénéficiaire pourrait être contestable. Stevens a jeté un coup d'œil à ses notes. Nous avons des raisons de croire que Thomas Ingram n'était pas sain d'esprit lorsqu'il a signé ce document. Nous avons des témoins prêts à témoigner de son déclin mental durant ces dernières années. Tante Linda a bougé sur sa chaise, ne me regardant toujours pas. Martinez s'est penché en avant. Maintenant, nous pourrions porter cela devant le tribunal des successions. Ces affaires peuvent traîner pendant des années, mademoiselle Ingram. Les frais juridiques à eux seuls pourraient consommer la moitié de l'héritage. Personne ne gagne dans ce scénario. Mais, a continué Stevens avec fluidité, il existe une solution plus simple, un accord familial. Vous signez une renonciation volontaire, transférant 80% de la succession à votre mère. Vous conservez 20%. Propre, simple. Tout le monde reprend le cours de sa vie. 80%. Pas 70%, comme Richard l'avait exigé au café. Ils étaient devenus encore plus avides. Vous me demandez de donner $600 000. Nous vous demandons d'être raisonnable. Stevens a poussé une épaisse pile de papier vers moi. Les documents sont juste là. Examinez-les si vous le souhaitez, mais je pense que vous trouverez que tout est en règle. J'ai baissé les yeux sur la première page. En lettres grasses, renonciation volontaire au droit de succession. Maman m'observait avec des yeux brillants, pleins d'attente. Le sourire de Richard aurait pu couper du verre. Stevens a fait cliquer son stylo. Alors, avons-nous un accord? J'ai ramassé les documents, je les ai feuilletés lentement. Puis, j'ai souri. Vous savez ce qui est drôle? Mon sourire a semblé les troubler. Richard a été le premier à se reprendre. Ce qui est drôle, c'est que tu penses avoir le choix. Il s'est levé, son visage rougeoyant. Tu n'es personne, Mira. Personne, avec un diplôme de rien du tout, travaillant dans un boulot de rien du tout. Et maintenant tu as un peu d'argent. Et soudainement, tu penses que tu vaux mieux que nous. Richard, a commencé maman. Non, Diane. Elle a besoin d'entendre ça. Il a pointé un doigt dans ma direction. Tu es juste comme ton père. Têtu, stupide. Il a passé toute sa vie à faire le sale boulot des autres, et il est mort seul dans cette petite maison minable. C'est ton avenir, ma chérie. C'est cela que tu protèges. Tante Linda a acquiescé avec empressement. Il a raison, Mira. Tu as toujours été difficile, même enfant.
Égoïste. L'oncle Robert a ajouté depuis la fenêtre, toujours à prendre, jamais à donner. Maman a tamponné ses yeux avec un mouchoir. Les larmes semblaient vraies. Je l'avais vue s'entraîner assez souvent pour savoir qu'elle ne l'était pas. Je t'ai élevé, a-t-elle dit, la voix tremblante. J'ai tout sacrifié pour toi. Je t'ai donné un foyer quand ton père t'a abandonné. Il ne m'a pas abandonné. Et c'est ainsi que tu me remercies? En amassant de l'argent qui appartient de droit à cette famille. Stevens s'est raclé la gorge. Mademoiselle Ingram, je vous encourage à réfléchir soigneusement à votre position. Contester ce testament serait coûteux, long, et finalement futile, surtout avec les témoignages que nous avons recueillis sur le déclin mental de votre père. Il a fait glisser un stylo sur la table. Signez les papiers. Finissons avec dignité. J'ai regardé autour de moi, les fausses larmes de ma mère, la rage à peine contenue de Richard, les parents qui avaient fait de mon enfance une leçon magistrale d'invisibilité. Ils avaient tout préparé. Des avocats, des témoins, de la pression. Tout, sauf une chose. J'ai attrapé mon téléphone. En fait, ai-je dit calmement, je pense que j'aimerais un deuxième avis. J'ai tapé un mot et j'ai cliqué sur envoyer, maintenant. Richard a ri. Qu'est-ce que tu fais? Tu envoies des textos à tes amis? Personne ne viendra te sauver, Mira. Je n'en serais pas si sûr. 2 minutes ont passé dans un silence tendu. Stevens et Martinez ont échangé des regards. Le sourire de maman a commencé à faiblir. Puis, la sonnette a retenti. Tout le monde s'est figé. Maman a regardé Richard, qui a regardé les avocats, qui se sont regardés entre eux. Je vais ouvrir, ai-je dit en me levant. Assieds-toi, a ordonné Richard. Mais j'étais déjà à la porte. Harold Whitmore se tenait sur le porche, impeccablement vêtu d'un costume gris anthracite, sa mallette en cuir à la main. Derrière ses lunettes à monture métallique, son regard était stable et aiguisé. Bonjour, a-t-il dit, assez fort pour que toute la pièce entende. J'espère que je n'interromps rien. Il est passé devant moi pour entrer dans le salon. L'effet a été immédiat. Stevens s'est redressé sur sa chaise. Le sourire confiant de Martinez a disparu. Le visage de maman a perdu toutes ses couleurs. Mesdames et messieurs, Harold a posé sa mallette sur la table basse. Mon nom est Harold Whitmore. Je suis un avocat spécialisé en succession, agréé par l'État de Californie, et j'ai représenté les intérêts de Thomas Ingram au cours des 25 dernières années. Il a marqué une pause. Je représente désormais sa fille, Mira Ingram. Richard a retrouvé sa voix le premier. C'est une affaire de famille privée. Point qui inclut désormais une représentation juridique des deux côtés, a complété Harold. Il a ouvert sa mallette d'un clic sec. Je crois comprendre que vous avez des inquiétudes concernant la validité du testament de Thomas Ingram. Je suis ravi d'y répondre. Il a sorti un dossier épais, puis une clé USB, puis une enveloppe scellée. Maman fixait ces objets comme s'il s'agissait de serpents lovés sur sa table basse. Très bien maintenant, Harold s'est installé dans une chaise vide, parfaitement à l'aise. Par quoi allons-nous commencer? Le guet-apens venait d'être pris à son propre piège. Je dois faire une pause ici un instant, car je veux vous demander quelque chose. Si vous étiez à ma place, assise dans cette pièce entourée d'une famille qui ne vous voit que comme un obstacle entre elle et l'argent, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous signé pour avoir la paix? Ou auriez-vous tenu bon? Dites-le moi dans les commentaires. Et si vous avez hâte de savoir ce que Harold a dit ensuite, cliquez sur le bouton s'abonner, car ce qui s'est passé après cela a tout changé. Harold a ouvert le dossier avec la précision d'un chirurgien. Commençons par votre affirmation selon laquelle Thomas Ingram n'était pas sain d'esprit lorsqu'il a rédigé son testament. Il a fait glisser un document sur la table vers Stevens. Voici une évaluation psychiatrique menée par le docteur Patricia Morrison, une psychiatre certifiée, 8 semaines avant le décès de Monsieur Ingram. Évaluation cognitive complète, mémoire, raisonnement, capacité de décision. Stevens a jeté un coup d'œil au papier. Son expression a vacillé. La conclusion, a continué Harold, est sans ambiguïté. Thomas Ingram était pleinement compétent. N'importe quel tribunal en Californie acceptera cette évaluation. Vos témoins ne survivront pas à un contre-interrogatoire. Tante Linda s'est recroquevillée sur sa chaise.
Elle semblait soudainement très intéressée par ses chaussures. De plus, Harold a produit d'autres documents, le testament lui-même a été exécuté en pleine conformité avec la section 6110 du Code des successions de Californie. 2 témoins indépendants, notariés, juridiquement inattaquables. Il s'est tourné vers Martinez. Vous avez mentionné le tribunal des successions. J'y suis favorable. Nous gagnerions, et nous poursuivrions ensuite pour procédure abusive. La voix de maman est sortie étranglée. Harold, nous pouvons sûrement discuter de cela comme des personnes raisonnables. Nous sommes raisonnables, Madame Porter. La voix de Harold ne tremblait pas. La raison dit que vous n'avez aucun fondement juridique. La raison dit que ce testament ne peut être contesté. La raison dit que votre fille hérite de tout ce que son père voulait qu'elle possède. Stevens a levé une main. Monsieur Whitmore, ne soyons pas précipités. Peut-être y a-t-il un terrain d'entente. Il n'y a pas de terrain d'entente. Le regard de Harold a balayé la pièce. Thomas Ingram a passé 20 ans à préparer ce moment. Il savait exactement qui essaierait de prendre l'héritage de sa fille, et il s'est assuré absolument qu'ils échoueraient. Silence. Les avocats se sont regardés. Maman serrait son mouchoir comme une bouée de sauvetage. Maintenant, a dit Harold, dois-je continuer, ou avez-vous besoin d'un moment? Personne n'a répondu. Harold a brandi la clé USB. Ceci contient 47 SMS, 23 enregistrements d'appels téléphoniques, et 15 publications sur les réseaux sociaux. Il l'a posé sur la table avec un petit clic sec. Tout cela documente une campagne de harcèlement coordonnée contre ma cliente. Menaces, diffamation, abus émotionnels, le tout perpétré par des personnes présentes dans cette pièce. Le visage de tante Linda est devenu livide. L'oncle Robert a décroisé les bras, soudainement mal à l'aise. Section 1708.7 du Code civil de Californie, a continué Harold, harcèlement et traque. Section 45 et 46 du Code civil de Californie, diffamation et calomnie. Sans oublier l'infliction intentionnelle de détresse émotionnelle. Il a regardé maman directement. Si cela va au tribunal, Madame Porter, je ne me contenterai pas de défendre le testament. Je déposerai des demandes reconventionnelles pour harcèlement et diffamation. Je demanderai la communication de vos relevés téléphoniques, de votre compte Facebook, de chaque message que vous avez envoyé au cours des 3 derniers mois. Richard a frappé la table du plat de la main. C'est ridicule. Nous sommes une famille. Vous ne pouvez pas poursuivre la famille pour. Je le peux, a rétorqué Harold, sa voix restant parfaitement égale. Et je le ferai. Les preuves sont accablantes. Souhaitez-vous voir les messages traitant ma cliente d'égoïste, d'ingrate, et de honte pour la famille? Je les ai imprimés et organisés chronologiquement. Maman s'est tournée vers Stevens, son assurance volant en éclats. Faites quelque chose. Stevens a ramassé ses papiers lentement. Son visage avait l'expression d'un homme qui vient de réaliser qu'il se tient sur des sables mouvants. Madame Porter, je pense que nous devons réévaluer notre position. Il a jeté un coup d'œil à Martinez. Peut-être devrions-nous poursuivre cette discussion en privé. C'est sage, a acquiescé Harold. Et pendant que vous réévaluez la situation, considérez ceci, Thomas Ingram a enregistré des conversations, dont une datant de 2001, où Madame Porter menaçait de l'écarter de la vie de sa fille, à moins qu'il ne cède tous les biens matrimoniaux. Le hoquet de stupeur de maman a été audible dans toute la pièce. Des questions? La situation s'est désintégrée. Stevens et Martinez se sont levés, rassemblant leur dossier avec l'efficacité pressée d'hommes qui voulaient être n'importe où ailleurs. L'assistante juridique se dirigeait déjà vers la porte. Madame Porter vous contactera, a dit Stevens sans regarder personne. Nous vous recommandons de chercher un autre conseil concernant cette affaire. Ils sont partis sans un mot de plus. La porte d'entrée s'est refermée derrière eux. Tante Linda pleurait maintenant. De vraies larmes, pas du genre fabriqué. Diane, tu nous as dit que Thomas était confus. Tu as dit qu'il ne savait pas ce qu'il signait. Tu as dit. Tais-toi, Linda. Le masque de maman s'était enfin brisé. Son visage était tordu par la rage alors qu'elle se tournait vers Harold. Vous pensez avoir gagné quelque chose? Vous pensez que c'est fini? Elle a pointé un doigt vers moi. C'est ma fille. Cet argent devrait m'appartenir.
J'ai été marié à Thomas pendant 9 ans. J'ai souffert durant ces années. Vous avez menacé de lui enlever son enfant, la voix de Harold était calme, presque douce. À moins qu'il ne renonce à tout. Ce n'est pas de la souffrance, Madame Porter, c'est de l'extorsion. L'oncle Robert s'est avancé. Diane, est-ce vrai? Sa voix était différente maintenant, incertaine. Tu nous as toujours dit que Thomas était parti. Qu'il vous avait abandonné, Myra et toi. Il nous a abandonnés. J'ai l'enregistrement, Harold a tendu la main vers sa mallette. Souhaitez-vous l'entendre? Non, a hurlé maman. Elle tremblait maintenant, des larmes coulant sur son visage. Non, je ne veux pas sortir. Sortez de ma maison, tous les deux. Dehors. Mélissa se tenait près de l'escalier, son téléphone oublié dans sa main. Elle était pâle, ses yeux fixés sur sa mère avec quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, de l'horreur et de la reconnaissance. Maman, a-t-elle chuchoté, qu'est-ce que tu as fait? Maman n'a pas répondu. Elle ne le pouvait pas. La vérité avait fini par remplir la pièce, et il n'y avait plus de place pour les mensonges. Nous avons roulé en silence pendant 10 minutes avant que je ne puisse parler. Merci. Les mots semblaient insuffisants. Harold, je ne sais pas ce qui se serait passé si. Votre père avait tout prévu. Il gardait les yeux sur la route. Je n'ai fait que livrer ce qu'il avait préparé. Mon téléphone a vibré. Un texte de l'oncle Robert, je suis désolé. Je ne savais pas. J'aurais dû poser des questions au lieu de faire des suppositions. Pouvons-nous parler un de ces jours? Un autre de tante Linda, j'ai eu tort à ton sujet. J'ai eu tort sur beaucoup de choses. Je les ai montrées à Harold. Il a hoché la tête lentement. La vérité a une manière bien à elle de réorganiser les loyautés des gens. Ce soir-là, nous nous sommes assis dans le bureau de Harold pour passer en revue les prochaines étapes, changer les serrures de la maison de papa, installer des caméras de sécurité supplémentaires, documenter tout futur contact de maman ou de Richard. Ils ne partiront pas sans bruit, a prévenu Harold. Les gens comme eux le font rarement. Richard surtout. Il a un tempérament violent, et il vient de perdre devant toute la famille de sa femme. Que peuvent-ils faire? Vous avez dit que le testament est solide. Légalement, rien. Harold a enlevé ses lunettes, frotté ses yeux. Mais tout ce qui est dangereux n'est pas forcément légal. Votre père le savait aussi. C'est pour cela qu'il a fait installer le système de sécurité à la maison. Il a marqué une pause. Il est toujours actif, au fait. Sauvegarde sur le cloud, capteur de mouvement. J'ai accès au flux. J'ai repensé au visage de Richard dans ce salon. La furie à peine contenue. Vous pensez vraiment qu'ils essaieraient quelque chose? Je pense que vous devriez être prudente. Au moins jusqu'à ce que la poussière retombe. Cette nuit-là, j'ai reçu un dernier message. Celui-ci venait de Mélissa, je ne m'attends pas à ce que tu nous pardonnes, à maman ou à moi. Mais je veux que tu saches que je ne ferai plus partie de tout cela. Et Myra, s'il te plaît, sois prudente. Papa, Richard. Il a dit des choses ce soir. J'ai peur pour toi. La poussière ne retombait pas. Elle ne faisait que commencer à s'élever. 2 semaines de silence ont suivi la réunion. Aucun appel, aucun texto, aucune publication Facebook. Cela aurait dû ressembler à une victoire. Au lieu de cela, c'était le calme avant l'ouragan. J'ai commencé à passer du temps dans la maison de papa, ma maison désormais, triant ses affaires, me préparant à emménager. Chaque tiroir que j'ouvrais ressemblait à une conversation avec lui, de vieilles photographies, des reçus pour des fournitures de menuiserie, un mug qui disait « Meilleur papa du monde » en lettres délavées. Une nuit, vers 23 heures, mon téléphone a vibré avec une alerte de l'application de sécurité que Harold avait configurée. Mouvement détecté. Jardin avant. J'ai ouvert le flux en direct, mon cœur se mettant soudainement à battre à toute allure. Une camionnette sombre était garée le long du trottoir, phares éteints, moteur tournant. Je ne pouvais pas voir le conducteur à travers les vitres teintées, mais j'ai reconnu le véhicule, le Ford F-150 de Richard. Pendant 15 minutes, il est resté là, immobile. J'ai regardé, respirant à peine, tandis que la caméra enregistrait chaque seconde. Puis, sans prévenir,
la camionnette a démarré et a disparu au bout de la rue. J'ai immédiatement appelé Harold. Ce n'est peut-être rien, a-t-il dit, bien que sa voix soit tendue. Peut-être qu'il vérifiait juste la propriété, pour voir si vous aviez emménagé, à 23 heures. Appelez la police, faites une déclaration, créez une trace écrite. C'est ce que j'ai fait. L'officier qui est venu était poli, mais pas particulièrement inquiet. Aucun crime n'a été commis, madame. Nous le noterons au dossier. Appelez-nous s'il se passe quoi que ce soit d'autre. Quoi d'autre? Avais-je envie de demander. Comme une effraction? Une agression? Quelque chose de pire? Le lendemain matin, un autre message de Mélissa, il boit tous les soirs depuis la réunion. Maman n'arrive pas à le calmer. Il n'arrête pas de dire que tu l'as humilié, que tu vas payer. J'ai fixé le message pendant un long moment. Puis, je l'ai enregistré dans mon dossier de preuves. L'alerte m'a réveillé à 3h07 du matin. J'ai saisi mon téléphone, mon pouls bondissant avant même que mes yeux ne fassent le point sur l'écran. Mouvement détecté. Porsche avant. Le flux de la caméra s'est chargé. 2 silhouettes. Vêtements sombres, mouvement rapide. L'un d'eux portait quelque chose. Un bidon rouge. Le genre qu'on remplit d'essence. Non, 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 non. J'ai regardé la première silhouette verser du liquide le long de la rampe du Porsche, sur les marches avant, et autour de la base des buissons soigneusement taillés de papa. La deuxième silhouette restait là, faisant le guet, la tête pivotant de gauche à droite. Puis la première a sorti un briquet. J'étais déjà en train de composer le 911 avant même que la flamme n'apparaisse. Quelqu'un met le feu à ma maison, au 742 Maple Street. Je les ai sur ma caméra. L'allumette est tombée. Le Porsche s'est embrasé en orange et jaune, les flammes grimpant sur la rampe en bois que mon père avait construite de ses propres mains. Mais alors, quelque chose est arrivé, quelque chose qu'aucun des incendiaires n'avait prévu. Le système d'extinction automatique s'est activé. De l'eau a jailli de bus cachés. Papa les avait installés il y a des années. Une précaution dont je n'avais même pas eu connaissance jusqu'à ce que Harold la mentionne. Les flammes ont sifflé et crachoté, luttant contre l'aspersion. Sur la caméra, j'ai vu les 2 silhouettes se figer sous le choc. Puis, elles ont couru droit vers la camionnette de Richard, garée à un demi-pâté de maison. La caméra a capté la plaque d'immatriculation alors qu'il s'enfuyait, claire comme le jour. Je suis resté en ligne avec le 911 jusqu'à ce que j'entende les sirènes. Les camions de pompiers sont arrivés en 7 minutes. À ce moment-là, les arroseurs avaient fait le plus gros du travail. Le Porsche était noirci, la rampe détruite, mais la maison de papa, ma maison était toujours debout. La police est arrivée ensuite. Je leur ai montré les images. Les yeux de l'officier se sont agrandis en voyant la plaque. Nous connaissons cette camionnette, a-t-il dit. Nous les aurons en garde à vue d'ici 1 heure. Le commissariat de police à 4 heures du matin possède une sorte de vide fluorescent particulier. J'étais assise sur une chaise en plastique, Harold à mes côtés, regardant les agents passer dans les couloirs comme des fantômes. Le détective Aaron Brooks nous a trouvés vers 4h30. Un homme solide aux yeux fatigués, avec un badge qui semblait avoir trop vécu. Mademoiselle Ingram. Il s'est assis en face de nous. Nous avons procédé à 2 arrestations, Richard Porter et Diane Porter. Je m'attendais à Richard, mais entendre le nom de ma mère était différent. Cela s'est logé quelque part dans ma poitrine, et c'est resté là, lourd et froid. Nous les avons trouvés à leur domicile. Les vêtements de Monsieur Porter sentaient encore l'essence. Madame Porter essayait de supprimer des messages de son téléphone. Brooks a ouvert un dossier. Notre équipe technique les a récupérés. Des communications entre deux pour planifier l'incendie, discutant du moment opportun. Elle était au courant, Mademoiselle Ingram. Elle n'était pas seulement complice. Elle a aidé à planifier. La main de Harold a trouvé mon épaule. Souhaitez-vous les voir, a demandé Brooks. Vous n'en avez aucune obligation. Je ne le voulais pas. Toute ma partie rationnelle hurlait de rentrer chez moi, de laisser le système judiciaire gérer cela, de ne plus jamais regarder ces visages. Mais il y avait une autre partie. La petite fille de 7 ans qui s'était tenue sur ce porche en regardant son père pleurer.
L'adolescente à qui on avait fait sentir qu'elle était invisible dans sa propre maison. La femme qu'on avait traitée d'égoïste pour avoir refusé de céder sa dignité. Oui, ai-je dit. Je veux les voir. Ils m'ont placé derrière une vitre sans teint. Maman était assise dans la salle d'interrogatoire numéro 2. Son maquillage était étalé, son chemisier coûteux était taché. Elle ne ressemblait pas à la femme qui m'avait élevé. Elle ressemblait à une étrangère. Quand elle a parlé au détective, sa voix s'est brisée, c'est ma fille. Je ne ferai jamais de mal à ma fille. Pourtant, elle l'avait fait. Elle avait essayé de brûler tout ce que mon père m'avait laissé. Le procès a duré 4 mois. Cela m'a semblé durer 4 ans. Les preuves étaient accablantes, séquences vidéo, SMS, reçus d'essence tracés jusqu'à la carte de crédit de Richard, 2 voisins qui avaient vu la camionnette cette nuit-là. Il n'y avait aucun doute raisonnable possible. Richard est passé à la barre le premier. Son avocat a essayé de le dépeindre comme un homme poussé au désespoir par des pressions financières. Son entreprise périclitait depuis des années, noyée sous les dettes. L'héritage l'aurait sauvé. Le jury s'est moqué de son désespoir. Ils se sont souciés de l'essence, de l'allumette, des flammes. Coupable. Incendie criminel au premier degré. Conspiration en vue de commettre un incendie criminel. 10 ans. 7 pour l'incendie, 3 pour la conspiration. Éligible à une libération conditionnelle dans 6 ans. L'avocat de maman a adopté une approche différente. Elle était une victime, a-t-il plaidé, manipulée par son mari, effrayée au point de s'exécuter. Elle n'avait jamais voulu que quiconque soit blessé. Les SMS racontaient une autre histoire. Si nous ne pouvons pas avoir l'argent, elle ne gardera pas la maison. Brûle-la. Ses propres mots, de sa propre main. Coupable. Conspiration en vue de commettre un incendie criminel. 5 ans. Libération conditionnelle possible après 3 ans en cas de bonne conduite. Quand le juge a prononcé la sentence, maman s'est tournée pour me regarder depuis le banc des accusés. Ses yeux étaient rouges, son visage creusé. Elle a articulé quelque chose. Il me fallut un instant pour lire sur ses lèvres, tu le regretteras. Les mêmes mots que Richard avait dit au café. Les mêmes mots qu'il avait dit dans son salon. J'ai soutenu son regard jusqu'à ce que l'huissier l'emmène. Devant le tribunal, Harold m'a accompagné jusqu'à ma voiture. Comment vous sentez-vous? J'y ai réfléchi. Je n'ai pas l'impression d'avoir gagné. Je me sens juste vide. C'est normal. Il a serré mon bras. Mais Mira, votre père serait fier. Le vide s'est déplacé très légèrement, assez pour laisser entrer autre chose. Laissez-moi sortir de l'histoire juste une seconde. Je veux vous demander quelque chose honnêtement. Pensez-vous que je devrais pardonner à ma mère? Certaines personnes disent que la famille reste la famille quoi qu'il arrive. D'autres disent qu'il y a des lignes qui, une fois franchies, ne peuvent plus être effacées. J'aimerais vraiment savoir ce que vous en pensez. Laissez un commentaire pour me le dire. Et si vous avez déjà dû fixer une limite stricte avec quelqu'un que vous aimez, ou que vous étiez censé aimer, sachez que vous n'êtes pas seul. Ce que mon père voulait que je fasse ensuite m'a surprise moi-même. L'histoire a fait les gros titres des journaux locaux, un héritage de fille mène à un complot d'incendie criminel. Mon visage était pixelisé lors du journal télévisé du soir, mais tous ceux qui me connaissaient ont reconnu la maison. Le travail est devenu compliqué. Mes collègues ne savaient pas comment agir avec moi. Certains offraient une sympathie maladroite. D'autres, je pouvais le dire, étaient curieux de cette façon inconfortable qu'ont les gens lorsqu'ils flairent un drame. J'ai gardé la tête basse, j'ai fait mon travail, et j'ai essayé de me rappeler que je n'avais aucune raison d'avoir honte. Les retombées familiales ont été plus désordonnées. Tante Linda a envoyé une lettre manuscrite de 5 pages. Elle y détaillait tout ce dont elle se souvenait du divorce de mes parents, des choses que maman lui avait racontées, et dont elle réalisait maintenant que c'étaient des mensonges. À la fin, elle s'est excusée d'avoir cru la mauvaise personne pendant 20 ans. L'oncle Robert a coupé tout lien avec maman. Il m'a rendu visite une fois, se tenant maladroitement dans le salon de papa, qui est maintenant mon salon. J'ai vu ton père pleurer à ta remise de diplôme, a-t-il dit. Je ne comprenais pas pourquoi. Maintenant, je comprends. Il est parti sans rien demander. Cela signifiait plus que n'importe quelle excuse.
Mélissa a été le cas le plus complexe. Elle a appelé une semaine après le verdict. Sa voix était toute petite. Rien à voir avec la fille sûre d'elle qui obtenait tout alors que je n'avais rien. Je ne te demande pas de me pardonner, a-t-elle dit. Je sais que j'ai fait partie du problème. Je les ai regardés te traiter comme si tu n'avais aucune importance, et je n'ai jamais rien dit. Je n'ai pas argumenté. Mais je veux que tu saches que je ne suis pas elle. Je ne vais pas devenir elle. Elle a pris une inspiration tremblante. Je suis en thérapie maintenant, j'essaie de comprendre quelle part de moi est réellement moi, et quelle part est juste ce qu'ils ont fait de moi. C'est bien, ai-je dit, et je le pensais. Pouvons-nous peut-être repartir à zéro? Pas en tant que sœurs, juste en tant que deux personnes qui partagent une histoire commune. J'y ai réfléchi. Nous pouvons essayer. 6 mois après le procès, Harold m'a convoqué dans la maison de papa pour une dernière réunion. Thomas m'a demandé d'attendre, a-t-il expliqué alors que nous nous tenions dans l'ancien atelier de papa, celui qu'il avait converti en bureau après avoir vendu l'entreprise. Il voulait s'assurer que la tempête soit passée avant que vous ne voyiez ceci. Harold s'est dirigé vers la bibliothèque intégrée et a pressé un endroit que je ne pouvais pas voir. Un panneau s'est ouvert d'un clic, révélant un compartiment caché. À l'intérieur se trouvait une boîte en bois, sculptée à la main, polie d'un éclat chaleureux. Le genre de boîte que mon père fabriquait pour ses meilleurs clients. Il a fait ceci pour vous, a dit doucement Harold. Il y a passé 3 mois. Il disait que c'était la pièce la plus importante qu'il ait jamais construite. J'ai soulevé le couvercle avec des mains tremblantes. Des photographies, des dizaines. Moi à 7 ans, souriante avec des dents en moins. Moi à 12 ans, tenant un trophée de mathématiques. Moi à 18 ans, avec mon mortier de diplômé. Moi à 25 ans, serrant la main de mon patron lors de mon premier emploi d'ingénieur. Chaque photo portait une note au dos, de l'écriture de papa. Mira, 7 ans. Le jour où j'ai dû partir. Je me suis promis que je trouverais un chemin pour revenir vers toi. Mira, 12 ans. J'étais au fond de l'auditorium. Tu ne m'as pas vu, mais je t'ai vu. Mira, 25 ans. J'ai conduit 3 heures pour te regarder entrer dans cet immeuble de bureau. Ma fille, l'ingénieur. Mon cœur a failli éclater. La dernière photo était récente. Moi, debout devant mon appartement, prise de l'autre côté de la rue. La note disait, ma magnifique fille. Chaque choix que tu as fait, tu l'as fait seul. Je ne pourrais pas être plus fier. L'argent n'est que du papier. Ceci. Ces moments, c'est ce que je te laisse vraiment. La preuve que j'ai toujours été là, que je t'ai toujours aimé, même quand tu ne pouvais pas me voir. J'ai serré la boîte contre ma poitrine et j'ai pleuré. Une année a passé depuis le procès. Je vis dans la maison de papa désormais. Notre maison. J'ai gardé son atelier exactement tel qu'il l'a laissé. L'odeur de sueur et de vernis à bois, ses outils suspendus en rangée parfaite sur le panneau perforé. L'établi où il construisait de belles choses pour des gens qui les appréciaient. Certains soirs, je m'installe là-bas avec une tasse de thé et je lui parle. Je sais qu'il ne peut pas m'entendre. Ou peut-être que si. Dans tous les cas, cela m'aide. L'argent dort sur un compte d'investissement, presque intact. Je travaille toujours comme ingénieur. Je conduis toujours ma voiture pratique. Papa vivait simplement parce qu'il croyait que la richesse était une question de sécurité, et non d'apparence. Je comprends cela maintenant. Maman est toujours en prison. Elle envoie des lettres parfois. Je ne les lis pas. Ce n'est pas de la cruauté. C'est de la protection. Harold m'a aidé à voir la différence. Richard a encore 4 ans minimum à faire. J'ai une ordonnance de protection permanente pour le jour où il sortira. Le système judiciaire est lent, mais il avance. Mélissa vient me voir de temps en temps. Nous ne sommes pas proches. Je ne sais pas si nous le serons jamais, mais nous ne sommes plus des étrangères. Elle construit sa propre vie, loin de l'ombre des choix de nos parents. Je respecte cela. Les réunions de famille que je redoutais tant autrefois. Je n'y participe pas. Non par amertume, mais parce que j'ai appris que l'obligation n'est pas l'amour, et que l'ADN n'est pas la loyauté. Je dîne avec l'oncle Robert une fois par mois. Tante Linda envoie des cartes de Noël.
Ces petites connexions, librement choisies, signifient plus que toute la proximité forcée de mon enfance. Je ne suis plus en colère désormais. La colère demande trop d'énergie. Et j'ai de meilleurs usages pour la mienne. Mais je ne suis pas naïve non plus. Je sais de quoi les gens sont capables quand l'argent est en jeu. Je sais ce que ma propre mère était prête à faire. Je n'oublierai pas. Mais je refuse que cela me définisse. Parfois, je me tiens sur le porche avant, reconstruit maintenant selon le même design que papa avait créé à l'origine, et je regarde la rue où tout a failli s'arrêter. Je pense à l'incendie, aux arroseurs qui se sont déclenchés comme si papa tendait la main à travers le temps pour me protéger une fois de plus. Aux caméras qui ont tout filmé. À la planification et à la préparation d'un homme qui connaissait son ex-femme mieux que quiconque. Qui comprenait que certaines personnes ne s'arrêtent pas tant qu'elles n'ont pas tout pris, ou détruit ce qu'elles ne peuvent pas avoir. Il ne m'a pas seulement laissé de l'argent. Il m'a laissé une armure. Et plus que cela, il m'a laissé une permission. La permission de dire non. La permission de fixer des limites. La permission de m'éloigner des gens dont l'amour est assorti de conditions, avec des étiquettes de prix griffonnées dans les marges. Je pensais autrefois que la famille, c'était pour toujours, quoi qu'il arrive. Je pensais que le sang vous obligeait à tout pardonner, tout endurer, tout accepter. Papa m'a appris le contraire. Pas par des mots, mais par des actes. Par 20 ans d'attente patiente, de planification minutieuse, et d'un amour calme et constant qui ne demandait rien en retour. Si vous regardez ceci et que vous reconnaissez quelque chose dans mon histoire, si des personnes qui étaient censées vous élever vous ont fait sentir petite, si on vous a traité d'égoïste pour vous être protégé, si vous vous êtes demandé si vous aviez le droit de dire « assez ». Laissez-moi vous dire ce que j'ai appris. Vous ne devez votre dignité à personne. Ni à vos parents, ni à vos frères et sœurs, ni à personne d'autre. L'amour devrait ressembler à de la chaleur, pas à une transaction. Et les limites ne sont pas des murs que vous construisez pour rejeter les gens. Ce sont des portes que vous installez pour pouvoir choisir qui entre. Mon père m'a laissé une maison. Il m'a laissé de l'argent. Mais le véritable héritage était plus simple, et bien plus précieux que tout cela. Il m'a laissé le droit de me tenir debout, fièrement. Et je ne laisserai plus jamais personne me retirer cela. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Si cette histoire a signifié quelque chose pour vous, ou vous a fait réfléchir aux limites dans votre propre vie, j'aimerais beaucoup en entendre parler dans les commentaires. Avez-vous déjà dû tenir tête à votre famille? Comment cela vous a-t-il changé? Si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci sur la famille, la justice, ou le fait de trouver sa propre voie, abonnez-vous et regardez les autres vidéos dans la description. On se voit dans la prochaine.